quand on découvre l'univers Starsky et Hutch, qu'on entend pour la première fois ce générique en VF, on est dupé. On se dit qu'on va apprécier un bon animé, feeling good façon Olivier Tom ou Jeanne et Serge, mais pas du tout. Ce générique est peu en adéquation avec un ton parfois sombre et un contenu brut de décoffrage. Michael Mann, le papa de Miami Vice, série à laquelle j'ai consacré un dossier, a notamment écrit 4 aventures du duo le plus impactant des années 70 à la télévision. En raison d'ailleurs des scènes violentes qui se répètent surtout dans les 2 premières saisons, le show est diffusé à 22h aux USA. Quand il arrive en France, Starsky et Hutch s'apprête à livrer sa 4e et ultime saison sur les télés américaines. L'action se déroule à Bay City, ville fictive des USA, et voit le duo être accompagné du célèbre Huggy les bons tuyaux, véritable métronome des enquêtes par sa faculté à endosser tous les costumes. Huggy n'était pas passé loin d'obtenir son spin-off. Mais la véritable star du programme, c'est elle. Elle dépote, elle en a sous le capot, mais ceux qui la côtoyèrent durant 5 ans ne furent pas sa pote. Pourquoi donc la cultissime Ford Grand Torino, à la carrosserie rouge ornée d'une virgule blanche, n'était pas portée dans les cœurs de Paul Michael Grazer et David Soul? On met le contact et on prend la route direction le 8e dossier de TV Files, consacré à Starsky et Hutch. Ce qui transpire dans la série policière Starsky et Hutch, c'est la complicité des 2 flics. Leur vie personnelle respective passe au 3e plan, derrière les intrigues bien sûr, et bien après la relation amicale de David et Kenneth. Une entente pas si commune à l'époque où l'on mise plutôt sur des personnalités opposées et incompatibles. Mais leurs interprètes ont rapidement noué une sincère amitié et ont fait pression auprès des scénaristes pour qu'à l'écran, Starsky et Hutch tissent des liens très forts. Si la Californie accueille nos justiciers vêtus de pantalons à pattes d'éléphant, typiques de l'allure rétro des 70s, Starsky et Hutch se sont inspirés de 2 véritables policiers ayant servi New York dans les années 60 et 70. Si vous aimez la filmographie de Martin Scorsese, vous connaissez le contexte new-yorkais de cette époque. Ce n'est pas très glorieux. La criminalité atteint un point culminant, les luttes anti-mafia sont le pain quotidien de policiers qui voient pourtant le budget se réduire et les effectifs s'amincir. Lou Telano et John Seep. Présentons-les, ce sont les 2 loustics qui ont indirectement donné naissance aux 2 protagonistes écrits par William Blinn. En charge de nombreuses infiltrations, travestis à de maintes reprises pour démanteler des réseaux, ils ont obtenu des résultats brillants au cours de leur association, avec un nombre d'arrestations record au sein de la NYPJ du temps de leur passage dans l'institution. Lou et John ont d'ailleurs été sollicités par le showrunner de Starsky et Hutch au titre de consultants. Ils ont bien évidemment rencontré David Soul et Paul Michael Blazer. Cependant, cette contribution, en tout bien tout honneur, connut des limites. Les policiers, tels les plus grands prestidigitateurs, ont reproché aux producteurs d'avoir trahi des secrets de la profession, et le tout aurait pu se terminer devant les tribunaux, mais un accord à l'amiable a été trouvé. Une fois parti à la retraite, Lou Telano a présidé l'association des vétérans de la New York Police Judiciaire. Il a continué à se rendre quotidiennement au bureau pour assurer ses fonctions très officieuses, avec un goût amer en bouche à l'évocation de la série qui s'est basée sur ses exploits. 2 autres New-Yorkais ont inspiré Starsky et Hutch durant les 4 saisons du show, il s'agit de Robert Hans et David Greenberg. C'est moins marqué parce que ces 2-là ont fait l'objet d'une adaptation explicite de leur parcours, c'était dans le film de Super Cops sorti en 1974. Ron Leiban et David Selby incarnaient Robert et David, qui furent surnommés Batman et Robin. Eux aussi furent particulièrement connus pour leur productivité avec un taux de résolution défiant toute concurrence et un instinct de survie à toute épreuve. Les 2 gaillards, à l'instar de Starsky et Hutch, furent la cible de nombreuses tentatives d'assassinat. Transition parfaite pour la partie suivante, qui concerne l'un de nos 2 policiers fictifs. Les scénaristes aiment bien nous faire croire à l'impossible, nous réserver quelques twists qui bouleversent les plans annoncés. Starsky et Hutch, qui est une série sérielle, autrement dit qui livre des épisodes indépendants les uns des autres,
peut difficilement leurrer les fans sur la disparition tragique d'un personnage. Mais dans les années 70, tout est flou. Sans internet, difficile de connaître la situation contractuelle des comédiens, les rumeurs sur les négociations, renégociations, prolongations ne font pas partie intégrante de l'actualité d'un programme. Et pourtant, s'il y a bien une aventure qui a fait craindre le pire aux adorateurs de Starsky et Hutch, c'est bien un cercueil pour Starsky, avant-dernier épisode de la saison 1. Après le générique, tout commence avec une scène psychédélique qui nous fait interroger. Starsky dans le brouillard est réveillé par un homme masqué qui lui annonce une terrible sentence, il n'a plus que 24 heures à vivre. Est-ce un mauvais rêve ou le scénario bien réel d'un cauchemar en devenir? Deuxième option, très clairement. Hutch, qui anticipe la venue sur nos écrans de Jack Bauer, dispose de 24 heures pour trouver l'antidote à un poison qui a été administré à son collègue. Sur le moment, les spectateurs ne rigolent pas car c'est une quasi-fin de saison. On peut redouter alors que la série s'arrête ou qu'elle propose une saison 2 avec un autre partenaire pour Hutch. D'autant que Paul Michael Glaser, l'interprète de Starsky, aurait pu quitter le show bien avant son terme. Dès la fin de la saison 2, le ton de Starsky et Hutch et le harcèlement dont il faisait l'objet par des admiratrices sans limite eurent raison de sa motivation. Contrairement à Farrah Fawcett à la même époque qui valida son départ, il n'a pas obtenu gain de cause. Pour en revenir à cet épisode pas comme les autres, les médecins préviennent Hutch qu'il lui faut connaître la composition exacte du poison pour espérer sauver Starsky. Derrière cette affaire d'empoisonnement, un professeur accusant le duo d'avoir tué son fils. Autrement dit, il réservait le même sort à Hutch qui, en démasquant le coupable, put trouver le remède au grand soulagement de son complice. La fille du professeur dut toutefois insister pour permettre ce dénouement heureux. Cet épisode, parmi les préférés des fans, consolida pour de bon l'amitié à l'écran des deux héros. Les deux comédiens, eux, eurent un droit de regard particulier sur l'écriture de cette affaire, dont la composition des dialogues. Dans l'épisode final, Starsky frôle une nouvelle fois la mort. Victime de 3 balles dans le dos, il fait un arrêt cardiaque à l'hôpital et est donc sur la touche une large partie de l'enquête qui voit Hutch s'attaquer à un certain monsieur Gunther. Cette intrigue, émotionnellement, livre de véritables montagnes russes avec un épilogue de franche camaraderie. Starsky et Hutch bouclent la série à l'hôpital avec un bon repas et de l'alcool pour arroser des années d'aventure. Huggy les bons tuyaux ne vient pas plomber les festivités et se joint au duo dans une ambiance conviviale. C'est l'heure pour Cheryl et Charlie de faire un petit coucou. Pour ne pas rater les moindres dossiers, pour soutenir TV Files, n'hésitez pas à vous abonner et commenter pour partager vos souvenirs de Starsky et Hutch. Oh, et Charlie toujours là à présenter sa belle garde-robe, à se mettre sur son 31 pour liker la vidéo. Merci à lui, merci à Cheryl et merci à vous d'avance pour participer à faire grandir cette chaîne. Saul désigne dans la langue britannique l'âme. Pour rendre hommage à un mort, il est dit « May his soul rest in peace ». David Soul s'est donné corps et âme pour incarner Kenneth Hutchinson. Lui et son partenaire de jeu ont vraiment livré quelques moments de grâce durant ces 4 saisons. Ils n'étaient pas de simples bagarreurs, de simples enquêteurs, ni de simples cascadeurs. Retenons le 5e épisode de la saison inaugurale de Fix, dans lequel Hutch paye son succès auprès de l'agente féminine. Kidnappé par un gangster qui cherche sa petite amie, que le policier a cachée pour sa sécurité, il est drogué à l'héroïne. Le bandit est persuadé par cette méthode de le faire parler. Hutch devient le temps de sa captivité un addict. Physiquement et psychiquement il décline. Il faut lire l'intensité dans son regard, la profondeur dans son jeu, pour constater que c'est un acteur doté d'une complète panoplie. Et s'il n'a partagé qu'une poignée d'affaires avec son coéquipier jusque-là, Starsky est déterminé à le sortir de ce mauvais pas. Quand Hutch s'échappe qu'il n'a pas encore retrouvé tous ses esprits, son équipier le congratule et on comprend dès lors que les scénaristes comptent s'appuyer sur l'alchimie entre ces deux-là pour bâtir la série. Physiquement, camper Hutch ne fut pas de tout repos pour David Soul, décédé à 80 ans le 4 janvier 2024. L'acteur et chanteur, vous allez me dire, elle est facile, mais non, en réalité il s'appelait Solberg, donc la vanne ne marche pas, a connu de gros pépins physiques pour servir l'action à l'écran, des pépins qui l'ont poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. Sa plus célèbre blessure contractée à l'occasion du tournage se situe au dos. Il faut savoir qu'il réalisait également des cascades pour le cinéma, ce n'est pas la série seule qui a affligé un corps qui l'aura beaucoup fait souffrir. Dans une interview accordée en 2009, il exprimait sans concession « J'ai surmonté la douleur, il faut apprendre à vivre avec. Il y a un seuil et on peut vivre en deçà. Je souffre maintenant, chaque jour de ma vie. » Cette blessure a été ou causée ou s'est aggravée lors d'une scène qui le voit atterrir lourdement sur le toit d'un véhicule. Vous pouvez difficilement passer à côté, les images sont dans le générique. Le pire c'est que dans le scénario, il devait atterrir sur ses 2 jambes, mais par envie d'impressionner tout son monde, il a tenté ce qu'on appelle un leg drop et bon, ça ne lui a pas franchement réussi. Les nombreuses scènes de combat ont aussi endolori des genoux mis à rude contribution durant les 94 épisodes que comporte la collection. Il n'y a pas à dire, sur un plateau, David Soul ne trichait pas sur son investissement. Parlons de la tomate rayée.
C'est à Glazer que l'on doit ce Patrick Glamour surnom. C'est bien simple, le conducteur de la Ford ne jugeait pas la voiture à son goût, tant au niveau de l'esthétisme que de la conduite. Lui qui se voulait particulièrement vigilant sur le réalisme dans l'écriture, il ne comprenait pas que les policiers, souvent en infiltration, se déplacent avec un véhicule aussi peu discret. Bon, sur ce point, difficile de lui donner tort. En découvrant le modèle que leur avait présenté Aaron Spelling, l'acteur a promis à son partenaire de, je cite, détruire cette chose. Bon, en effet, la pauvre Ford Torino était maltraitée en tournage et s'était à s'y méprendre avec les voitures rendues par James Bond à Q à la fin de ses missions. Sans détour, Paul Michael Glazer a reconnu avoir adopté une conduite peu prudente, de sorte à détériorer volontairement ses Ford Torino. Il avait, disons-le, le trottoir facile. Entre 10 et 12 véhicules furent utilisés pendant la série, pour les scènes de cascade que seuls des professionnels exerçaient. Des moteurs d'origine étaient utilisés pour offrir un rythme endiablé à la série, mais pour les gros plans quand Starsky était au volant, les Ford Torino étaient dotés de moteurs moindres. On peut dire qu'à l'instar de son pauvre partenaire de jeu, de cette voiture, Paul Michael Glazer en avait plein le dos. Petite précision, on pouvait remarquer à la peinture blanche que plusieurs Ford Torino furent à la disposition de Starsky et Hutch, car les tracés n'étaient pas strictement identiques les uns des autres. Bon, il faut avoir un œil de lynx, je ne vous le fais pas dire. Pour être tout à fait honnête, la Ford Grand Torino ne posait pas problème qu'à son propriétaire de fiction. En réalité, les consciences écologiques s'élevaient déjà à l'époque et l'américaine faisait grincer quelques dents pour sa pollution atmosphérique et sonore. La production a, de ce fait, enregistré les sons de plus vieux modèles pour les ajouter au montage car il leur fallait réduire la sonorité pour être autorisés à tourner. Aussi, à partir de la saison 2, une indication à l'intérieur de la Torino permet d'observer que la vitesse du véhicule de fonction ne peut pas dépasser les 80 km/h. Ces contestations ne remirent pas en cause la popularité de la tomate rayée. En 1976, Ford a fabriqué environ 1300 modèles destinés au public. Vous pouvez en trouver quelques-uns d'origine aux enchères avec des sommes à ces chiffres. Enfin, l'honneur de la Ford Grand Torino sera définitivement lavé en 2008 par Clint Eastwood, particulièrement amoureux de sa voiture dans l'incroyable Grand Torino. C'est un modèle de 1972, quasi époque Starsky et Hutch, qui fut érigé en vedette dans une œuvre unanimement saluée par la critique. La série Starsky et Hutch ayant livré 4 saisons, je lui ai consacré 4 parties. Pour le final, évoquons l'adaptation cinématographique qui voit les deux gars éponymes prendre les traits de Ben Stiller et Owen Wilson. Déjà, au-delà d'une ressemblance évidente avec les héros du petit écran, Ben Stiller et Owen Wilson apparaissent comme un choix de casting judicieux. En effet, je l'ai développé plus tôt dans cette vidéo, Starsky et Hutch sont indissociables, l'un n'existe pas sans l'autre. Or, les casteurs ont eu l'intelligence dans le film de faire collaborer deux acteurs qui, avant ce projet, avaient déjà partagé l'affiche à 5 reprises, très souvent dans des comédies. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Le film a été mal perçu pour son registre empreint d'une trop grosse légèreté, un registre qui a quasiment pris le virage de la parodie. En interview, Ben Stiller et Owen Wilson, qui étaient enfants lorsque Starsky et Hutch fut diffusé sur ABC, ont pourtant assuré qu'ils étaient de grands fans à l'époque. Il n'était pas question pour eux d'en dénaturer l'esprit ou de donner au produit un genre qui n'était pas le sien. Dans une interview francophone, Owen Wilson, qui tient à rappeler ô combien l'adaptation lui a semblé fidèle, évoque une scène au lit avec les actrices Amy Smart et Carmen Electra, Miss Playboy et Miss Alerte à Malibu. Il est vrai que Starsky, Hutch et les filles, c'est une grande histoire d'amour. Le vrai pari et le vrai parti pris dans ce film, c'est une inversion de personnalité entre les deux héros. Dans la série, Starsky est un peu le bad cop qui transgresse les règles et fait preuve de désinvolture, quand son compère, lui, applique le code stricto sensu. Todd Phillips, lui, a opté pour un Ben Stiller droit dans ses bottes dans la peau de Starsky, tandis que le Hutch de Owen Wilson se plaint de sa faible rémunération et endosse le rôle du flic insaisissable. Sinon, c'est Snoop Dogg qui succède à Antonio Fargas dans le rôle de Guy les bons tuyaux. Ont-ils eu du flair avec Snoop Dogg ? Je vous laisse juger. Merci d'avoir suivi ce 8e dossier déjà, que le temps passe vite, comme on arrive doucement vers le 10e, je vous signale d'ores et déjà que j'ai décidé à chaque dizaine de dégainer un long format. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine pour la sortie du dossier numéro 9 qui nous amène pour la première fois ici dans les années 2000. Rendez-vous avec la sitcom Malcolm qui a une actualité bien chargée avec la reprise du tournage. Oh, on va se remémorer un paquet de scènes délirantes et de dialogues croustillants, faites-moi confiance. Fouiller le passé plus ou moins en profondeur a toujours du bon car sur TV Files, le bonheur est antérieur.